voudrais parler de la question de la recherche des origines d'un savoir, des origines de l'histoire, de l'humanité, etc. Dès qu'on est dans le domaine de la Genèse, on est dans un domaine de recherche, mais aussi la genèse d'une œuvre, la genèse d'une pensée, peut révéler des états successifs de cette pensée, peut révéler des revirements de cette pensée. Alors effectivement, là il y a une dialectique entre diachronie et synchronie. Généralement, quand on ouvre un livre, il n'y a pas de genèse. Les gens ne vont pas vous dire comment ils ont écrit ce livre, par quelles étapes ils sont passés, quels sont les points sur lesquels ils sont revenus radicalement et diamétralement. En ce sens-là, le livre est une imposture, d'une certaine façon. Quand ce n'est pas un journal, je dis bien le traité, voilà. Le mot qui est intéressant, c'est le traité. Quand quelque chose a la forme d'un traité, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une dimension diachronique particulièrement marquante. Et quand bien même ce traité parlerait de l'histoire, il ne racontera pas forcément les différents regards que l'auteur a pu porter successivement sur cette histoire. Bon. Donc, de toute façon, les cartes sont truquées dans un traité. En revanche, dans un journal, dans une chronique, là, la règle qu'on est dans la diachronie, là, l'auteur n'a pas à occulter ces états successifs, il les met en évidence, il les assume, il assume qu'à telle date il a écrit ceci, parce qu'il faut dater, bien entendu, dans un journal, et qu'à l'autre date il a écrit autre chose. En ce qui me concerne, je distingue nettement ces deux genres, et encore c'est pas si simple que ça, mais globalement je les distingue, c'est-à-dire que quand je publie un traité comme celui que je publie actuellement, qui va sortir, j'espère prochainement, sur le traité de sexocyclologie, je essaie de présenter quelque chose de relativement structuré et relativement harmonieux. Mais je dis bien relativement, parce que quand on écrit sur une certaine période, on peut avoir des positions qui vont varier, et parfois ces variations ne sont pas détectées par la lecture qui voudrait unifier totalement l'ouvrage. Donc il y a des strates. Tout texte peut faire l'objet d'une archéologie, parce qu'aucun texte ne parvient véritablement à unifier et à contrôler tous ces états de formation. C'est pas possible. Ça demanderait une vigilance extraordinaire, et non, forcément, le texte nous parle forcément de son histoire, de sa genèse. Peut-être pas explicitement et de façon obvie, peut-être pas délibérément, mais sans le vouloir, il révèle sa genèse. En tout cas, il donne des clés, des pistes de sa genèse, si tant est qu'on ait envie d'aborder cette genèse. Hein. Quand je discute avec quelqu'un, soit je discute sur un plan synchronique de ma pensée actuelle, telle qu'elle se présente, soit il m'interpelle sur des états ou des textes que j'ai pu écrire il y a 10, 20, 30, 40 ans, et ça c'est un autre genre, qui n'est pas inintéressant, mais qui n'intéresse pas forcément le même public, et qui ne passe pas par les mêmes méthodes de travail. Bon. Donc on est de toute façon confronté à ces deux genres, qui parfois se croisent, mais qui quelque part sont quand même distincts. Alors le problème, effectivement, de celui qui prend connaissance d'un journal, au sens sentimental, intime, mais aussi ou bien au sens, par exemple, des correspondances. Les correspondances sont un journal aussi. Eh bien, il est interpellé, bien entendu, par les évolutions, par les changements, par la façon dont les choses se sont passées, sont relatées. Et ça peut être extrêmement troublant à lire. Ça peut créer du doute. Notamment, il y a des gens qui sont déstabilisés quand ils sont avertis, quand ils sont
ils sont au courant que la personne en question a pensé autrement autrefois, ou même il n'y a pas si longtemps, que sur ce point, elle a évolué. Pourquoi? Parce que si ça a évolué, ça peut encore évoluer. Et qui sait si ça ne va pas encore continuer à évoluer? Donc pourquoi prendre quelque chose qui risquerait encore d'évoluer? Je ne plaisante pas en disant cela. Les femmes ont besoin d'un objet mort, d'un objet immobile, d'un objet qui ne bouge plus, donc qui n'est plus voué à une forme de genèse. Et même dans la genèse, donc non seulement son futur n'existe plus, mais même son passé, quelque part, il vaut mieux aussi qu'il n'existe plus. Il faut en rester à la synchronie, c'est-à-dire à la structure qui d'ailleurs, entre parenthèses, dans bien des cas, pose problème, parce que, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est jamais tout à fait parfaite, elle peut parfois déjà être troublée, et donc c'est un peu un mythe, cette histoire d'état synchronique, idéal et parfait. Mais en tout état de cause, oui, il y a le droit pour la science, pour le discours scientifique, d'évoluer. Et ça ne déconsidère pas un chercheur qu'il évolue si l'on s'aperçoit qu'en évoluant, il a mis l'accent sur un certain nombre d'erreurs qu'il a commises, il a évacué un certain nombre de choses qu'il avait acceptées un peu rapidement et qu'il remet en question. C'est tout à fait pertinent. C'est un phénomène de nettoyage. Bon, mais si quelqu'un dit ça a changé, mais il ne comprend pas pourquoi ça a changé, dans quel sens ça a changé, à ce moment-là, lui, il retient simplement que ça a changé. Et ça le trouble que ça a changé. Hein? Si quelqu'un, par exemple, vous dit j'ai changé d'itinéraire parce que ça me permet d'aller plus vite, arriver plus vite au résultat, on dira ben, c'est très bien, il a amélioré son itinéraire. Mais si on ne voit pas quel est cet itinéraire, on ne voit pas où on veut aller, on ne voit pas si on se rapproche ou on s'éloigne du projet, les gens sont perturbés. Ils disent, mais moi je veux quelque chose qui ne bouge plus, qui ne remue plus. Voilà le problème. Les femmes ne supportent pas que ça ne remue pas. C'est pour ça que ça remue plutôt. C'est pour cela qu'elles préfèrent des textes écrits à des textes oraux, parce que l'oralité, elle est plus difficile à accrocher, à attraper. Hein, et donc, elle vous échappe en partie, l'oralité. Il faut se souvenir de ce qui a été dit, il faut relire. Bon, alors que le texte, ben, on l'a sous les yeux, voilà. Rien que ça, c'est tout un poème. Là, tout ça, c'est très révélateur. Bon. Et effectivement, dans cette discussion de ce matin, France Culture, on parlait finalement de la pensée de tel auteur. Alors bon, on parlait pas de l'antisémitisme en général, on parlait d'antisémitisme chez un machin et chez truc. Ben oui, mais c'est ça le problème des femmes. En fin de compte, alors bon, d'accord, à ce moment-là, on va discuter de savoir qu'est-ce qui est dit chez un tel. Mais pour un homme, ce qui est dit chez un tel, il s'en fout totalement, normalement. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'on doit dire aujourd'hui, en profitant bien entendu de ce qu'un tel a apporté, éventuellement. Mais l'étude de texte pour savoir ce que tel auteur a dit, moi-même je suis un historien des textes, donc je sais de quoi je parle, hein, pas de problème, mais je veux dire, je ne confonds pas mon travail d'historien des textes avec une réflexion philosophique sur le monde. Ce sont deux choses différentes, il ne faut pas mélanger cette lecture du monde à travers un texte, c'est de l'amateurisme sur le plan intellectuel. Même si sur le plan historique, c'est légitime. Mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Parce que faire de l'étude des textes en laissant croire qu'on est dans une philosophie vivante, là, c'est se moquer du monde.